Je tiens à remercier tous nos conférenciers pour avoir investi temps et effort pour produire cette formation vidéo, en espérant que vous en tirerez profit dans votre pratique professionnelle de tous les jours. Les vidéos, les présentations PowerPoint de nos conférenciers, les revues de presse et autres documentations sont matière à 5 auto-évaluations en ligne, donnant droit à 5 UFC chacune, pour un total de 25 UFC. La documentation à l'étude illustrée ci-contre est accessible suite à votre inscription sous l'onglet Formation vidéo de la Corpo au coût de 50 $ par auto-évaluation. Je vous rappelle que le visionnement de cette formation vidéo vous est offert gratuitement grâce à l'appui de nos commanditaires que nous remercions très chaleureusement, en particulier Novo Nordisk, sans qui cette formation n'aurait pu avoir lieu. On sait aujourd'hui que l'obésité est une condition propice à l'éclosion de plusieurs maladies chroniques. Bonne nouvelle, on sait maintenant que la plupart de ces maladies chroniques sont réversibles par le seul fait d'adopter une meilleure hygiène de vie. Le mot hygiène tire d'ailleurs son origine de la mythologie grecque, selon laquelle la déesse Hygie symbolise la médecine préventive. Alors, merci de participer à ce programme de formation vidéo intitulé « Stratégie préventive en milieu de travail face à l'obésité ». Dans un instant, vous allez visionner la capsule 3 qui traitera des attentes des nouveaux médicaments contre l'obésité. Comme indiqué au programme, notre troisième conférencier est médecin spécialiste. Le Dr Yves Robitaille a une formation étonnante. Bachelier en microbiologie, diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et détenteur d'un certificat de spécialiste en médecine interne. Depuis 2020, il est diplômé de l'American Board of Obesity Medicine, assurant une excellence en médecine bariatrique. Il pratique depuis, à l'hôpital Le Gardeur, devenu le CIS de Lanaudière. Il a développé le centre de diabète de cet hôpital, a occupé divers postes de direction et est actuellement membre scientifique du comité d'éthique à la recherche du CIS de Lanaudière. Il a ouvert en 2016 le Centre de médecine métabolique de Lanaudière, clinique multidisciplinaire œuvrant auprès de la clientèle souffrant de diabète, obésité, hyperlipidémie et autres. Il est actif en recherche clinique, un moniteur clinique auprès des étudiants en médecine et un conférencier bien connu dans son milieu. Son sujet, les attentes des nouveaux médicaments contre l'obésité. Accueillons Dr Yves Robitaille. Bien, bonjour tout le monde, il me fait plaisir de vous entretenir dans cette conférence-là sur les attentes face à la nouvelle médication. Mais on ne peut pas vraiment parler d'attente face à la nouvelle médication sans parler de la médication en général. Puis on ne peut pas parler de la médication en général sans parler de l'obésité comme maladie. Alors, vous avez à l'écran ma divulgation de conflits d'intérêts potentiels. Donc, je travaille de près, de loin comme conférencier, chercheur clinique, consultant médical, avec la majorité des compagnies qui sont impliquées dans les traitements pharmacologiques des gens qui sont atteints de maladies de la sphère métabolique, dont l'obésité. Alors, je ne peux jamais commencer une conférence en obésité sans vous entretenir sur mes 2 chats. Alors, on a à la maison 2 chats, c'est une situation réelle, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. On a une femelle qui est née en 2016, qui se prénomme Sushi, et on a un mâle qui est né en 2017 et qui est prénommé Tigrou. Les 2 chats ont été opérés à peu près au même âge. Et là, où ça devient important, c'est que mes 2 chats se nourrissent de la même façon, sur la même distributrice de nourriture, aux mêmes heures du jour, 2 fois par jour, mangent exactement la même nourriture. On a un chat, notre chat femelle, qui est Sushi, qui est plutôt casanière puis qui reste dans la maison et même quand elle ose franchir la porte, ne dépasse jamais le perron. Et on a notre mâle Tigrou qui, lui, court partout puis peut passer des nuits au complet à l'extérieur. L'hydratation est exactement la même. Et de ces 2 chats-là, on a un chat qui souffre d'obésité et un chat qu'on appellerait normal. Et contre toute attente, Sushi, qui est ma femelle casanière, et le chat qui a ce qu'on dirait un poids normal, alors que Tigrou, qui est mon chasseur, a un poids qui le caractérise d'obèse. Alors, contre toute attente, un animal actif qui mange exactement la même nourriture que l'animal inactif, et c'est lui qui souffre d'obésité. Pourquoi ça? C'est pour mettre la table une fois pour toutes que l'obésité, ce n'est pas uniquement une question de choix de vie, de mode de vie, mais qu'il y a vraiment des facteurs en arrière de ça qui vont faire que
certaines personnes vont développer de l'obésité alors que d'autres n'en développeront pas. Donc, on a encore actuellement le problème que l'obésité est perçue par grand nombre de gens, incluant des professionnels de la santé, comme étant une question de choix et de volonté et non pas une question de maladie. Malgré ça, on a de plus en plus de sociétés savantes, on a des organismes gouvernementaux, on a des organisations scientifiques comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Association médicale canadienne, l'Association médicale américaine, qui reconnaissent maintenant que l'obésité est réellement une maladie chronique et que l'obésité devrait être adressée comme une maladie chronique. Ce qui met la table maintenant pour dire, bien, on doit bonifier nos traitements, puis pas se limiter uniquement à une modification des habitudes de vie. On en connaît aussi de plus en plus sur les mécanismes de l'obésité. Je pense que c'est ça qui vient justifier le fait que l'obésité est vraiment une maladie chronique. Puis les mécanismes sont nombreux et font intervenir à différents niveaux qui vont faire en sorte qu'on a un système fragile, je vais y revenir un peu plus loin, qui va faire en sorte que certaines personnes vont accumuler plus de poids que d'autres. On a des données très intéressantes sur les jumeaux qui viennent vraiment démontrer l'importance de la génétique. On sait maintenant que la génétique et tout ce qui est relié de près ou de loin à la génétique détermine environ 70 à 80 du poids à l'âge adulte. Donc, quand on va avec nos études de jumeaux identiques ou de jumeaux non identiques, on va aller chercher de l'information qui est intéressante. Donc, du côté gauche de l'écran, vous avez dans le fond des images de dos de jumeaux identiques. Donc, c'est le même placenta, le même bagage génétique, qui ont été séparés après leur naissance, sont allés vivre dans des milieux qui sont différents. Et ce qu'on constate quand vous regardez vraiment les images de gauche, c'est que malgré que ces gens-là, ces enfants-là ont été élevés dans un milieu différent, leur image corporelle est quasi identique. Du côté droit, par contre, on a des jumeaux qu'on appelle des jumeaux dizygotes, donc des jumeaux qui n'originent pas de la même cellule, donc qui ont leur propre placenta, leur propre code génétique, mais qui ont vécu 9 mois ensemble dans un même utérus. Et ce qu'on constate, là aussi, on a des jumeaux dizygotes qui ont été séparés après leur naissance. Et ce qu'on constate, c'est que la morphologie de ces gens-là, qui sont des jumeaux qui ne partagent pas le même bagage génétique, est complètement différente, ce qui est complètement en opposition à nos jumeaux identiques qui, malgré qu'ils ont vécu dans des milieux différents, avec des habitudes de vie différentes, se retrouvent avec une morphologie et un poids qui sont quasi identiques. Ce qui vient vraiment démontrer l'importance de la génétique. Une fois la génétique passée, on a différents mécanismes qui vont intervenir, non pas dans la régulation du poids, je vais y revenir un peu plus loin parce que notre organisme ne régule pas notre poids corporel, notre organisme régule une réserve énergétique. Et ces mécanismes-là sont nombreux, font intervenir le système nerveux, font intervenir le cerveau. Il y a 3 étages de régulation de la recherche d'énergie au niveau cérébral, mais on a des interactions entre le tube digestif, le cerveau, qui sont des interactions qui sont à la fois neurologiques et hormonales, et on connaît de plus en plus maintenant de défauts dans ces mécanismes de régulation-là. On connaît des mutations bien précises qui vont faire que, dès la naissance, les enfants vont commencer à développer de l'obésité parce que leur alimentation est complètement hors contrôle, parce que les récepteurs qui sont impliqués dans la régulation vont faire en sorte que ces gens-là vont avoir de la difficulté à contrôler l'ingestion d'énergie, si on veut, et parfois même la dépense. L'autre problème, quand on prend en charge l'obésité uniquement par des mécanismes de modification des habitudes de vie, c'est que les réponses physiologiques de l'organisme à une perte de poids, donc à une diminution de la quantité de gras dans l'organisme, vont engendrer de nombreuses modifications qui sont en bonne partie hormonales et qui vont faire en sorte que le corps lui-même va se mettre à lutter contre la perte énergétique et va travailler à regagner sa réserve énergétique. Donc, on va constater chez ces gens-là qui perdent du poids une diminution des hormones qu'on appelle les hormones de la satiété et une augmentation des hormones qu'on appelle les hormones de la faim. Donc, ces gens-là vont se retrouver à avoir plus faim plus souvent et la satiété, quand ils mangent, va aussi survenir plus tardivement. Donc, ces gens-là vont se trouver à manger plus, toujours dans un but pour l'organisme de préserver ou de refaire la réserve énergétique. Les mécanismes de traitement, qui sont les mécanismes non pharmacologiques, ont quand même un certain effet. On sait que les modifications des habitudes de vie vont conduire à
une perte de poids de l'ordre de 5 à 8 %. Et cette perte de poids-là est suffisante pour amener une amélioration ou une régression de certaines maladies, particulièrement le prédiabète, le diabète, mais aussi une diminution de la tension artérielle. Et donc, va donc se trouver à diminuer quand même le risque de plusieurs maladies. Mais il y a d'autres maladies pour lesquelles une perte de poids de l'ordre de 5 à 8 % ne sera pas suffisante. Parce que oui, on sait à partir de combien de pertes de poids on commence à avoir une amélioration, mais il n'y a en général pas de plafond dans la perte de poids à obtenir pour améliorer une condition. Je m'explique, par exemple, chez un patient qui souffre de diabète de type 2 ou chez un patient qui souffre de stéatohépatite liée à l'obésité, plus il va avoir de perte de poids, meilleure va être l'amélioration de la maladie dont on parle. Donc, il n'y a comme pas de plafond, il n'y a pas de limite à ça. Donc, oui, une perte de poids induite par les modifications des habitudes de vie de l'ordre de 5 à 8 % est suffisante pour améliorer certains paramètres de santé, mais il n'y a pas vraiment de limite à ça. Le poids est un concept qui a été inventé par l'humain, dans le fond. Notre organisme ressent les méfaits du poids au niveau des articulations, au niveau de la respiration, au niveau de la mobilité, mais notre corps n'a pas de mécanisme pour monitoriser le poids. Il faut se rappeler que le poids, dans le fond, c'est ce qu'on pèse quand on monte sur une balance ou sur un pèse-personne. Et ça comprend tout. Ça comprend, oui, le gras, mais ça comprend tous les organes, ça comprend l'eau corporelle totale. Oui, c'est vrai que l'élément le plus important qui va varier dans le temps, une fois l'âge adulte atteint, c'est le gras. Mais il faut toujours réaliser qu'il n'y a pas que le gras qui va faire varier le poids. On a des gens qui vont se mettre à faire de l'activité physique, vont développer leur volume sanguin, vont développer leur volume musculaire et vont garder un poids stable ou même voir leur poids augmenter. D'où l'importance de ne pas traiter le problème d'obésité uniquement par un chiffre sur la balance, mais de l'aborder comme étant une prise en charge globale de la santé des individus. Encore une fois, en fait, la réserve énergétique est quelque chose qui est important. C'est ce qui a permis la survie de l'organisme, de l'humain à travers l'histoire, notre capacité à emmagasiner l'énergie sous forme de réserve énergétique, la réserve énergétique principale étant le tissu graisseux. Okay? Donc, pour le corps, le tissu graisseux est quelque chose qui est essentiel à la vie, alors que pour le cerveau conscient, le tissu graisseux est carrément l'ennemi à abattre. Puis, quand on a compris que notre tête consciente, notre cerveau conscient, cherche à abattre un ennemi, mais que pour notre cerveau inconscient, la réserve énergétique est quelque chose d'essentiel, on va mieux comprendre où sont les enjeux dans la perte du tissu adipeux, puis dans le maintien, après ça, d'un poids santé ou d'une réserve énergétique qui serait plus santé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier élément dans le contrôle de la réserve énergétique est un petit élément du cerveau, qui est l'hypothalamus, dont la fonction est de nous garder en vie. Donc, c'est l'hypothalamus qui s'occupe d'accélérer notre cœur quand on est pressé, c'est l'hypothalamus qui nous fait transpirer quand on a chaud, qui nous fait frissonner quand on a froid, mais c'est aussi l'hypothalamus qui gère la réserve énergétique et qui va mettre en place des mécanismes pour enrayer la perte de réserve énergétique quand la perte survient et mettre en place des mécanismes pour refaire la réserve énergétique quand la réserve énergétique s'épuise. Donc, de la même façon qu'on peut retenir notre respiration de façon volontaire, il y a toujours une limite à ce qu'on va pouvoir faire pour retenir notre respiration. À un moment donné, c'est l'hypothalamus qui va nous faire respirer, même si on a la tête dans l'eau. Alors, c'est exactement la même chose pour la réserve énergétique. Oui, avec notre volonté, on peut aller influencer la gestion de la réserve énergétique, mais il va y avoir un point où les mécanismes de survie vont embarquer et vont empêcher de diminuer encore plus la réserve adipeuse. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment que l'obésité, ce n'est pas une question de volonté, de paresse, de laisser aller ou de mauvais choix de vie. On a même des données qui tendent à démontrer que les choix alimentaires sont dictés en bonne partie par la génétique et l'épigénétique, et non pas uniquement par des préférences personnelles. Je l'ai dit, je le répète, on a donc des facteurs génétiques, hormonaux, des facteurs microbiens, des facteurs environnementaux
qui vont venir jouer dans la détermination du poids à l'âge adulte. Donc, ce n'est pas uniquement une question de volonté, de choix alimentaire, de choix de vie. Et comme ces mécanismes-là sont puissants, bien, éventuellement, ces mécanismes-là qui vont gagner, mais en même temps, il faut toujours se rappeler que la régulation est une régulation qui est très fine et très fragile. Donc, actuellement, si on exclut la médication pour traiter l'obésité, bien, on a modification des habitudes de vie, on a psychothérapie, puis on a chirurgie bariatrique. Et même quand on va inclure la médication, ce qu'on constate, c'est que nos outils sont relativement faibles par rapport à la puissance des mécanismes qui vont intervenir dans la régulation de l'énergie. La modification des habitudes de vie, son avantage, c'est que c'est peu coûteux, c'est relativement facile. Les nutritionnistes sont là, peuvent nous enseigner. Ça fonctionne bien. On peut aller chercher des pertes de poids de l'ordre de 5 à 8 %. Mais le désavantage, c'est que c'est peu puissant. Si on a besoin de plus que 5 à 8 % de perte de poids, on va avoir de la difficulté à l'atteindre. Et la durée est limitée. Toutes les études qui ont été faites avec des modifications des habitudes de vie montrent qu'environ 10 % des gens qui ont perdu plus de 10 % de leur poids vont conserver ça un an après. Donc, on voit qu'il y a quand même une durée qui est limitée dans le temps de ces façons de faire-là. La chirurgie bariatrique ou chirurgie métabolique, à l'opposé de ça, est un traitement qui est excessivement puissant. Actuellement, c'est le traitement le plus puissant pour réussir une perte de poids. Ça va amener la rémission prolongée de plusieurs maladies associées à l'obésité. Mais là, c'est des avantages. C'est une procédure qui est coûteuse. Les patients vont souvent avoir besoin d'être réopérés pour d'autres problèmes en lien avec leur chirurgie initiale. Il y a des complications associées aux chirurgies. Puis il y a quand même un risque de récidive. On sait qu'environ 40 % des patients qui ont une chirurgie bariatrique ou métabolique vont avoir une reprise pondérale qui peut parfois atteindre jusqu'à 100 % du poids perdu. Alors, la médication, je vais revenir sur cette diapositive-là, mais la médication va venir combler, dans le fond, l'espace qui existe entre les modifications des habitudes de vie et la chirurgie bariatrique. Chirurgie bariatrique qui, je le répète, va donner des pertes de poids qui sont intéressantes, de l'ordre de 20 à 30 % et qui sont aussi persistantes dans le temps, mais pas chez la totalité des patients, probablement chez environ la moitié d'entre eux. Donc, modification des habitudes de vie au taux de récidive, je l'ai dit, 10 % des gens qui ont perdu plus que 10 % de leur poids initial vont conserver ce poids-là un an après les modifications corporelles. Donc, on voit que c'est limité dans le temps. Et la chirurgie bariatrique, ce qu'on sait, c'est que l'accès est excessivement limité aussi. Les listes d'attente sont excessivement longues. Donc, ce n'est pas un traitement qui est accessible à tout le monde. On a une puissance, certes, mais ce n'est pas une puissance qui est nécessaire pour la totalité des gens. Donc, comme je disais, l'approche de pharmacothérapie vient compléter l'approche comportementale et va permettre d'aller chercher des pertes de poids de l'ordre de 10 à 15 % en moyenne. Donc, vient vraiment combler un pont. Et la nouvelle médication qui est en train d'arriver sur le marché se rapproche de plus en plus de ce que la chirurgie bariatrique est capable de nous donner. Alors, ce qu'on a comme pharmacothérapie actuellement, dans l'ordre d'approbation par Santé Canada, l'orlistat, qui donne dans les études une perte de poids de l'ordre de 4 à 5 % sur 4 ans, le liraglutide, qui va donner une perte de poids de l'ordre de 7 à 10 % sur 3 ans, le naltrexone bupropion, qui va donner le même ordre de grandeur de perte de poids que le liraglutide, et la sémaglutide, qui, elle, donne des pertes de poids autour de 15 % sur 1 an. Ce qu'il faut savoir de la sémaglutide, c'est que Santé Canada l'a autorisé il y a 1 an maintenant, en novembre 2021, mais la molécule n'est toujours pas commercialisée. Donc, le Wegovy, qui est la sémaglutide à 2,4 mg, comme je disais, est approuvé par Santé Canada. Il n'est pas encore commercialisé. Et on a aussi la tirzépatide, qui est en développement et dont les autorisations à Santé Canada ont été demandées pour le traitement du diabète et de l'obésité, qui devrait apparaître probablement au courant de 2023, mais ce ne sont pas des molécules qui sont actuellement disponibles d'un point de vue commercial. Avec des pertes de poids qui vont donner autour de 15 à 20 %. Et en comparaison, quand on regarde une des chirurgies métaboliques, qui est la gastrectomie verticale, qui est celle qui est faite le plus souvent, la gastrectomie verticale permet d'obtenir des pertes de poids de l'ordre de 20 à 25 %. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'avec la médication, on s'approche de plus en plus de ce que la chirurgie bariatrique est capable de nous apporter. Donc, cette nouvelle médication-là vient vraiment combler l'espace qui restait entre les premières molécules dont je vous ai parlé et ce que la chirurgie bariatrique est capable de nous donner.
De mon point de vue à moi, je ne pense pas que la nouvelle médication va remplacer la première génération, mais va venir vraiment la compléter. Et ça va nous permettre de choisir une pharmacothérapie qui va être vraiment adaptée, d'une part, aux préférences de nos patients, mais aussi aux besoins qu'on a de nos patients de plus ou moins de puissance de molécules. Donc, ça va vraiment venir grossir l'arsenal thérapeutique et ça va combler un besoin en termes de traitement. La nouvelle médication nous apporte un gain en puissance. Les nouveaux médicaments demeurent des médicaments qui sont bien tolérés, ça c'est quelque chose qui est important. Viennent combler l'espace entre la médication actuelle, j'en ai parlé. Et on a, là je vous ai parlé des molécules récentes qui vont apparaître sur le marché. Il y a d'autres molécules en développement qui vont venir apporter des pertes de poids de l'ordre de 25 à 30 %. Donc, on va vraiment venir jouer dans la talle de la chirurgie bariatrique, mais sans avoir besoin de chirurgie. À quoi on s'attend avec les nouvelles molécules qui s'en viennent, celles qui sont déjà là, mais celles qui vont apparaître bientôt? Bien, c'est de réduire les besoins en chirurgie. Je vous l'ai dit, je le répète, les listes d'attente sont excessivement longues. Donc, on a souvent du temps dans cette liste d'attente-là pour traiter nos patients et avec une approche globale qui ne comprend pas que la pharmacothérapie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas traiter l'obésité avec uniquement de la pharmacothérapie. On a un gain, c'est certain, mais le gain maximal est vraiment atteint quand on touche toutes les sphères de la prise en charge de l'obésité. Donc, on va être capable de réduire les listes d'attente parce que moins de patients vont avoir besoin de chirurgie. On va assister à une réduction éventuelle de toutes les complications, toutes les maladies qui sont associées à l'obésité. Donc, on va venir influencer vraiment positivement l'état de santé de nos patients. De mon point de vue à moi, la thérapie pharmacologique, c'est devenu quelque chose de nécessaire pour avoir une prise en charge efficace et durable de l'obésité. Parce que les mécanismes dont je vous ai parlé en début de présentation sont des mécanismes qui sont présents pour la totalité de la vie de nos patients. Donc, si on relâche les traitements, c'est certain qu'on va assister à une reprise pondérale. Encore une fois, ce n'est pas juste une question de modifier la volonté. On a des mécanismes qui sont perturbés, qui vont faire en sorte que notre corps va essayer à tout prix de refaire la réserve énergétique. Donc, avec leur puissance, les nouvelles molécules, on va vraiment venir combler et éventuellement être capable de traiter nos patients et de les traiter de façon totalement durable. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.